point sur la fameuse conférence des parties, la 21e COP. Replanter un peu le décor en ce qui concerne le climat, mais le remettre dans un cadre plus large, justement, comme vous l'avez dit Gérard, qu'on appelle anthropocène. J'expliquerai un petit peu ce dont il s'agit, parce qu'effectivement, si on ne met pas le climat dans ce cadre plus large, on ne comprend pas bien exactement ce qui est en train de nous arriver, et disons le degré de changement qu'on va très probablement connaître. Alors, la presse ne cesse de parler de cette COP 21. Comme vous le savez, le 13 novembre va quand même un peu changer les choses. Le premier changement, c'est que la COP, elle va se faire sans vous et sans nous, puisque les manifestations sont interdites. Seules celles qui peuvent avoir lieu dans des endroits clos sont autorisées, mais la grande manifestation du 29, elle, du moins à Paris et apparemment ailleurs en France, est suspendue. Si vous voulez manifester, venez avec moi à Lausanne. On a tout le droit, toute licence pour manifester. Et c'est extrêmement gênant parce que, comme vous le savez, la négociation climatique, enfin la négociation sur le climat est une des rares négociations internationales, à la différence par exemple du traité sur le commerce transatlantique, qui est secrète. Les COP sont depuis très longtemps ouvertes aux ONG, largement médiatisées, et on en connaît le résultat, on en connaît les préparatifs, etc. Donc ce n'est pas du tout quelque chose qui se déroule dans l'opacité. Et c'était d'autant plus important que ça ne soit pas le cas, parce que sur un sujet comme ça, effectivement, nos gouvernants sont quand même sous la pression de lobbies très forts. Comme vous le savez, le GIEC, donc le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, on pourra revenir après dans la discussion, demande à l'ensemble des gouvernements, à la communauté internationale, je ne sais pas si l'expression d'ailleurs a vraiment un sens, mais de laisser 80% des fossiles encore accessibles sous le sol. Si nous le faisions, il y aurait grosso modo, j'ai peut-être quelques petits milliards derrière, vous allez voir, c'est pas très important, il y a 30 000 milliards d'actifs qui seraient rayés d'un trait de plume. Et donc si effectivement la COP 21 s'apprêtait à prendre cette décision, les bourses du monde se seraient déjà effondrées. Alors rassurez-vous, vous pouvez plutôt vous en inquiéter, comme vous l'avez constaté, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, sans pression citoyenne, on n'obtient pas les mêmes résultats. Première chose, vous le savez aussi, c'était un des acquis de l'échec de Copenhague, c'était quand même qu'on avait, j'étais en préparation depuis longtemps et j'en reviendrai sur son fondement. Copenhague, effectivement, s'est donné comme objectif de ne pas augmenter la température moyenne sur Terre de plus de 2 degrés. On va faire comme si c'était très clair pour vous, je reviendrai après sur la signification de ces 2 degrés. Au moment où on le décide, c'est déjà très difficile. Et après l'échec de Copenhague, on est sur une période d'engagement qui va jusqu'en 2020, et là, si on regarde les engagements que les pays avaient donnés, on était largement au-delà des 3 degrés. Maintenant, si on regarde ceux qu'on donnait, je crois, c'est 175 pays qu'on a dû rendre sur 195, vous y ajoutez l'Union européenne, mais l'Union européenne, les engagements sont donnés par chacun des pays et ensuite par l'Union, eh bien, nous sommes vraiment loin du compte. Nous sommes, grosso modo, toujours autour des 3 degrés. À prendre avec des pincettes pour 2 raisons. Premièrement, je ne sais pas du tout comment l'ONU fait pour calculer ça. Tout simplement parce que les engagements sont de type différent. Vous avez des engagements absolus, où tel ou tel pays s'engage à réduire de tel ou tel pourcentage par rapport à l'année de référence ses émissions de gaz à effet de serre. Vous avez d'autres, ce sont les plus importants, Chine, Inde, États-Unis, ou au contraire, l'engagement se fait par point de PIB. En fait, ça ne veut rien dire. Très difficile de calculer. Les années de référence ne sont pas les mêmes, les années d'échéance ne sont pas les mêmes, donc très sincèrement, j'ai beaucoup de mal à prendre ce chiffre au sérieux, mais on va faire comme s'il l'était. Donc 3 degrés, c'est 1 de plus. Maintenant, simplement, si on voulait vraiment atteindre les 2 degrés, ce ne serait pas simple, parce qu'il faudrait, jusqu'en 2050,
réduire chaque année l'ensemble des émissions mondiales de 5%. Donc, comme vous en doutez, pour les pays les plus pauvres, ils ne réduiraient pas, ils seraient au contraire autorisés à augmenter. Mais en revanche, pour les anciens pays industriels, ça ne serait pas 5% par an. Dans certains cas, ça pourrait être plus de 20. Donc, vous imaginez bien qu'aucun ancien pays industriel n'aurait accepté ce genre d'engagement, et le premier d'entre eux, certainement pas les États-Unis, avec une représentation nationale qui est pour un peu plus de la moitié républicaine et donc climato-sceptique. Voilà, donc sur ce plan-là, il y a cet objectif, nous ne le tiendrons probablement pas, mais maintenant, il faut quand même savoir que le cabinet d'études McKinsey, très connu, avait rendu il y a quelques années une étude assez intéressante où il montrait que, grosso modo, on pourrait assez facilement quand même, je dis bien assez facilement, réduire nos émissions de moitié. Tout simplement, vous auriez, on émet grosso modo 50 gigatonnes par an, grosso modo, on pourrait vraiment les réduire de 26, sans que ce soit impossible, mais il faudrait un véritable plan Marshall international. On aurait 5 gigatonnes qu'on pourrait gagner et qui nous ferait faire des économies, c'est tout ce qui pourrait être par exemple isolation du bâtiment. Et puis, on aurait encore la vingtaine d'autres gigatonnes qu'on pourrait faire à coût économique relativement plus faible. Ensuite, après, pour aller plus loin, là, évidemment, ça deviendrait très, très difficile. Mais c'est ça qui est d'autant plus incompréhensible, c'est que la première moitié du chemin est relativement aisée. Et pourtant, on ne la fait pas. Alors maintenant, qu'est-ce qui pourrait quand même ressortir de cette conférence? C'est un pari, hein, puisqu'on verra, mais on sera fixé assez rapidement, maintenant dans un peu plus de 10 jours. La première chose qui pourrait quand même sortir, et qui ne serait pas négligeable, mais encore une fois, il faut le répéter, on sera quand même loin du compte à la fin décembre par rapport à l'objectif, c'est d'avoir des mesures qui seront contraignantes, auxquelles les États ne pourraient pas échapper, et qui seraient contrôlées et contrôlables. Évidemment, c'est la clé pour un accord. Sans ça, il n'y a pas de confiance. Deuxième engagement qui pourrait quand même être pris, on verra bien si ce sera le cas, en tout cas le président français à l'invité, il a tout à fait raison, c'est de rendre les objectifs que les pays remettent aujourd'hui avant la conférence, qui vont peut-être faire un petit peu évoluer pendant la conférence, même si en général ce n'est pas tout à fait ce qui se passe, et de les rendre révisables tous les 5 ans. Donc comme ils sont largement au-dessus de l'objectif, les rendre révisables tous les 5 ans, c'est carrément une condition sine qua non pour que le processus des négociations soit intéressant. Troisième chose, imaginons que nos négociateurs soient pris d'un élan de vertu tout à fait fou. Troisième chose qu'ils pourraient effectivement adopter, c'est les fameux 100 milliards à allouer par an aux pays les moins avancés, aux pays en voie de développement. D'une part, pour qu'ils se développent par l'acquisition de techniques de production d'électricité non carbonées, et pour qu'ils aient les moyens de faire face aux coûts d'adaptation auxquels ils seront contraints du fait des différents effets sur lesquels j'en reviendrai du changement climatique. Donc ça, c'est tout à fait clé, ces 100 milliards. Si on n'arrive pas à les fournir, le processus est enrayé. Les 100 milliards, c'est une façon de rétablir un minimum de justice écologique. Tout simplement parce que si je m'arrêtais à 1980, eh bien, à quelques pouillèmes près, la moitié des émissions qu'on avait alors, émissions de gaz à effet de serre, que l'on avait alors accumulées dans l'atmosphère, étaient dues à 2 pays seulement. 2 pays, la moitié. En 80, c'est plus le cas aujourd'hui. C'était l'Angleterre, premier pays de la révolution industrielle, et ensuite les États-Unis, deuxième leader depuis 60 ans, un peu plus, du cours ultérieur de la dite révolution industrielle. Si vous prenez les petites îles du Pacifique qui vont disparaître, Tuvalu, Kiribati, les Maldives,
eh bien, évidemment, ces populations n'ont rien aimé. Et eux vont voir pour la première fois dans l'histoire la base physique, leur territoire, la base physique de leur existence, disparaître. En termes d'injustice, on peut difficilement imaginer mieux. Donc ces 100 milliards, c'est fondamentalement important. Et comme vous le savez, on ne peut plus demander au budget, parce que les différents pays industriels, qui depuis la vague néolibérale, États-Unis années 70, reste du monde et de l'Europe, ont déjà Europe, États-Unis, enfin, Europe avec Thatcher, les États-Unis ça avait commencé déjà avant, dans les années 70. Années 90, c'est le monde entier qui s'oriente, à part quelques récalcitrants, mais de façon tout à fait particulière, vers le néolibéralisme. Et donc effectivement, on est sur une dynamique où on a fait du dumping fiscal, et les États aujourd'hui n'ont plus les moyens d'abonder sur leur budget, déjà lourdement déficitaire, ces 100 milliards. Donc il faudrait que nos dirigeants aient le courage d'imposer des formes nouvelles de prélèvement. Vous connaissez l'état d'inégalité où nous nous trouvons. Je vous rappelle simplement un chiffre que vous devez tous connaître, qui est celui qu'a rendu public l'association Oxfam et qu'elle remet à jour tous les ans. Aujourd'hui, vous avez 67 personnes au monde, vous avez bien entendu 67, c'est-à-dire un peu plus que dans cette salle, mais pas beaucoup plus, qui détiennent en termes de fortune, oui, beaucoup moins, excusez-moi, oui, tout à fait. Je vais être optimiste, ça m'arrive rarement, mais vous voyez, là, ça a été le cas. Donc, sensiblement moins, effectivement, un tiers des personnes présentes ici, qui possèdent en termes de fortune l'équivalent des revenus annuels des 3,5 milliards de terriens les plus pauvres. Certains grands groupes, Google, etc., ont des budgets largement supérieurs à celui de la France. Donc effectivement, ce n'est pas dans les budgets publics qu'il faut aller chasser cet argent, mais pour ce faire, il faudrait qu'on ait des gouvernants qui jouent un rôle un peu différent de celui de petits porteurs de valises du néolibéralisme ambiant. Ce n'est pas facile de leur demander, il faut penser aussi à leur avenir après leur mandat. Donc ça, c'est une chose très très difficile, et sans ça, le processus est enrayé et un peu mort dans l'œuf. Soyons optimistes, c'est ce qui pourrait être dégagé de cette COP21. Je dis bien, c'est inconditionnel, hein, mais au mieux, ça serait pas mal, hein, ça serait pas négligeable. Donc effectivement, si tel était le cas, on pourrait parler d'un semi-échec ou d'un semi-succès. Ensuite, on ne le verra pas là, mais ce qui va être clé, c'est qu'on ait soit un prix universel du carbone, soit une solution de remplacement peut-être plus intéressante comme un prix directeur. Cette fois-ci, un prix, c'est-à-dire vous devez vous taxer de telle sorte que vous vous acquittiez, en quelque sorte, à la tonne de carbone de telle ou telle somme, mais pour les pays en voie de développement, c'est pas facile, ça risque aussi d'obérer un peu leur développement. On peut avoir d'autres solutions, comme un prix directeur. Cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est à chaque tonne non émise, vous recevez de l'argent. Alors, ça peut être émis par le Fonds monétaire international, ça finirait par donner une monnaie internationale sur une base physique, ça ne serait pas forcément inintéressant. Enfin, il y a différentes formes de possibilités. Ça sera probablement beaucoup plus discuté à Marrakech. Donc, ne soyons pas, non plus, ne jouons pas les révolutionnaires d'opérette. Il se passe de vraies choses dans ces processus de négociation. Les différents pays avancent à une vitesse lente, trop lente, en tout cas trop lente par rapport au processus lui-même. Simple argument, avec la tendance actuelle, eh bien en 2027, nous aurions probablement accumulé suffisamment pour que même en descendant drastiquement, comme on ne peut pas du jour au lendemain tomber à zéro, pour qu'on soit quasi certain d'avoir au moins les 2 degrés à la fin du siècle. Donc c'est ça le grand enjeu, si vous voulez, climatique, c'est que plus on laisse les gaz à effet de serre s'accumuler dans l'atmosphère, et plus, si vous voulez, on voit les fenêtres d'action se refermer, et donc les objectifs que l'on peut atteindre se réduire. Tarder dans ce domaine, c'est quand même extrêmement dangereux.
je lève tout de suite une sorte de manière un peu facile de se rassurer. Et vous avez vu que ça s'est développé depuis très peu de temps. C'est quelques milliardaires au monde qui ont imposé ça. Et maintenant, on parle beaucoup de géo-ingénierie. Donc j'évoque tout de suite le sujet pour qu'on n'y revienne pas. On a deux types de techniques. L'une, c'est ce qu'on appelle le management du rayonnement solaire. Je vais vous donner un exemple. Et l'autre, c'est tout ce qui est de l'ordre de la capture et ensuite du stockage, voire de la valorisation du carbone. Il y a plusieurs... On peut doper le plancton, mais on a essayé la grandeur nature, c'est un milliardaire qui a essayé, ça ne donne pas grand-chose. Le truc le moins zinzin, le plus facile à faire, ça serait d'imiter les volcans. Quand on a une éruption volcanique très très forte, ça envoie dans les hautes couches de l'atmosphère, dans la stratosphère, des aérosols soufrés qui renvoient une partie du rayonnement solaire dans l'espace, et c'est vrai que ça fait baisser la température. Le seul problème, c'est que si on le faisait de façon constante, ça modifierait les mécanismes de la mousson. Donc si vous condamnez à crever de faim plus d'1 milliard d'Indiens, ça risque de poser quelques problèmes. Mais on pourrait le faire avec des avions, donc on mettrait dans le kérosène, si vous voulez, de quoi envoyer tout ça dans l'atmosphère après. Mais ça serait dangereux non seulement parce que vous avez cette conséquence indirecte, ça j'y reviendrai sur les conséquences indirectes, mais vous avez aussi, si vous voulez autre chose, c'est qu'à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus arrêter. Parce qu'évidemment, si on faisait ça, vous imaginez bien qu'on en profiterait pour relarguer encore plus de CO2 dans l'air, parce qu'on aurait prétendument le moyen d'en réduire l'effet. Mais le jour où on devra arrêter pour une raison ou pour une autre, parce que par exemple l'Inde déciderait de faire la guerre, eh bien, en très peu de temps, en 1 an, probablement à peu près, je ne vais pas me tromper, eh bien, on aurait un saut de température gigantesque. Donc, ce serait quand même extrêmement dangereux et aléatoire. Autre technique qui pourrait paraître moins absurde, c'est la capture, et puis ensuite le stockage, voire la valorisation du CO2. Pas simple. Quand vous le captez à la sortie d'une cheminée d'une centrale thermique, dans les fumées qui sortent, vous avez 15% de CO2. Ça vaut vraiment le coup de le capter. Mais si vous voulez le capter dans l'air ambiant, là vous avez 400 molécules de dioxyde de carbone dans un volume d'1 million de molécules d'air. Vous imaginez ce qu'il faut brasser. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais comme beaucoup de gens dans cette salle ont les cheveux comme moi blancs, vous vous souvenez des Shadoks. Cette population sur une planète absurde, elle-même absurde, qui pompait sur différentes choses. Là, on ferait les Shadoks. C'est-à-dire qu'on pomperait, au bout du compte, peut-être, si on arrivait à pomper 10 gigatonnes par an, ça serait gigantesque. Alors, je ne sais pas à quel coût énergétique, à quel coût en termes de métaux. Et là encore, on en profiterait pour émettre plus. Et de toute façon, on a déjà mis 2000 milliards de tonnes, 2000 gigatonnes dans l'atmosphère. C'est le surcroît anthropique des gaz à effet de serre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on émet 50 tonnes par an et on pense, comme 21 ou pas, qu'on sera à 70 tonnes en 2030. Je vous rappelle qu'un pays comme la Chine a annoncé à l'avance qu'elle allait au maximum de ce qu'elle pouvait faire jusqu'en 2030. L'Inde fera à peu de choses près la même chose. Donc, accord ou pas, nous aurons nos 70 tonnes. Et alors, j'ai même un collègue qui travaille là-dessus à Lausanne, parce qu'une fois que vous avez capté, encore faut-il stocker. Pas facile pour stocker en toute sécurité sans que ça se largue à un coût qui soit un coût acceptable. Et donc, pour vous dire à quel point on est proche des Shadoks, ils ont pensé qu'on pouvait mettre le CO2 dans les bouteilles. Et un des chercheurs a dit, mais alors, quand on va ouvrir la bouteille, le gaz va fuir. Vous voyez un peu à quoi on passe son temps dans certains laboratoires. Alors, on ne va pas aller loin avec ces solutions-là. Tel qu'on peut envisager les choses, il n'y a rien d'intéressant, voire on est plutôt sur des choses dangereuses. Donc voilà, on n'a pas cet échappatoire-là. Maintenant, revenons un peu sur la question du climat très très rapidement. Première chose qu'il faut que vous ayez en tête, on est sur un savoir relativement long, au long cours.
peut faire commencer toute la saga scientifique qui va nous conduire à l'idée selon laquelle, effectivement, les hommes sont capables, en modifiant la composition chimique de l'atmosphère, d'infléchir le système climatique. Ça a commencé par le travail, étant franco-suisse, je ne peux pas ne pas vous le dire, d'Horace Bénédicte de Saussure, qui se demandait, lui qui est allé sur le Mont Blanc, mais comment se fait-il que plus on se rapproche du Soleil, il fait plus froid? Bon, pas idiot comme question. On a mis un certain temps à répondre. Lui avait déjà, justement, c'est lui qui a inventé avec sa petite machine d'effet de serre, c'est lui qui a inventé la métaphore. Il faut attendre 1860 avec Tyndall pour que ce savoir se stabilise et qu'on sache à la fois quels sont effectivement les gaz, le premier d'ailleurs étant non pas le CO2 mais la vapeur d'eau, on agit moins sur la vapeur d'eau. Donc, première chose, premier gaz, ensuite dégager les différents autres gaz à effet de serre, et puis on a pu prouver expérimentalement qu'effectivement, eh bien, le CO2 par exemple piège le rayonnement infrarouge que la Terre restitue. Ça peut se montrer expérimentalement. Là, on n'a pas du tout, quand Tyndall imagine ça, on ne fait pas le lien avec notre consommation fossile. Le premier à la faire, c'est à la fin du 19e, début du 20e, un des premiers prix Nobel, le Suédois Svante Arrhenius, prix Nobel de chimie, qui lui se dit, ben, effectivement, avec notre consommation fossile, on va finir par changer la composition chimique de l'atmosphère, on va finir par introduire des quantités non négligeables de dioxyde de carbone, notamment dans l'atmosphère, et donc on va infléchir le système climatique. Lui était suédois, pour lui c'était une très bonne nouvelle, hein, parce que ce à quoi il s'attendait, ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons maintenant. Nous sommes au début du XXe siècle, et la consommation alors de l'humanité, c'est par rapport à aujourd'hui, peanuts. Donc lui, ça c'est très important la différence, il imaginait un réchauffement du climat très progressif. Il imaginait sur 5000 ans. Et en fait, il imaginait un réchauffement artificiel qui aurait eu exactement le même rythme qu'un réchauffement ou qu'un refroidissement naturel. C'est-à-dire avec, en l'occurrence là, une montée de la température moyenne d'1 degré tous les 1000 ans. 1 degré tous les 1000 ans, ça permet à la biodiversité de s'adapter. On a déjà pris 9 dixièmes de degré, un peu moins, 8, 7, quelque chose comme ça, mais peu importe, on va dire 9 dixièmes de degré. Et l'essentiel, nous les avons connus depuis les années 70, donc en 40-45 ans. Donc ça a été très rapide. Mais comme je vous l'ai dit, on s'attend, j'ai bien peur, au moins à 3 degrés d'élévation de la température à la fin du siècle. Alors attention, ce sont des moyennes, ce n'est pas ce que vous percevez avec vos sens. Hein. Par exemple, 5 degrés de moins, ça donne une grande partie de l'hémisphère nord sous les glaciers. Encore quelques centaines de kilomètres en permanence gelés, et un ensemble vivant relativement différent de ce qu'on, par certains côtés, de ce qu'on peut, pas totalement, mais par certains côtés de ce qu'on peut connaître. Donc 5 degrés en moins, 3, 4, 5 degrés en plus, c'est un changement beaucoup plus important, parce qu'on va le vivre en un temps record. Et ça, c'est le paramètre essentiel, c'est la vitesse à laquelle on fait changer le système Terre. Et ça, on y reviendra, c'est justement là qu'est l'Anthropocène. Hein, le croisement entre l'histoire, notre développement, nos techniques, notre masse démographique, nos consommations et le système Terre. Donc, ça, c'est vraiment un aspect important. Alors, après ça, c'est seulement dans les années 50 qu'on commence vraiment à avoir un travail collectif sur la possible influence des activités humaines sur le système climatique. Le premier grand texte, publié en 1965, c'est, alors, outre quelques textes scientifiques, mais là, c'est un rapport politique remis au président des États-Unis. Quand vous avez eu la conférence de Stockholm en 1972, qui était le premier grand sommet sur l'homme et l'environnement à l'époque, le grand sommet sur la Terre, dirait-on aujourd'hui, eh bien, vous aviez déjà dans le rapport préparatoire, celui de Barbara Ward et de René Dubos, déjà un demi-chapitre qui était consacré à la question du changement climatique. Vous avez peut-être vu, pour certains d'entre vous, si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir le film de Claude Lorius, La glace et le ciel, de Jacquet avec Claude Lorius, donc ce grand savant français. Demain, à 16h, Cinéma Beaux-Arts. Allez-y, c'est magnifique. Et donc, Lorius a été un des héros, si vous voulez, à la fois du carottage, il faut aller chercher
dans les glaces là, de l'Antarctique, aller rechercher, faire des carottages. À son époque, on était monté jusqu'à 160 000 ans en deçà, et d'analyser, c'est un de ceux qui a mis au point, et pas le seul pour la mise au point, des méthodes d'analyse de ces bulles d'air fossile. On peut, à partir de ce moment-là, bien connaître très précisément la variation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Il faut que vous sachiez qu'en une journée, ce CO2 est brassé dans l'atmosphère. Que vous le mesuriez, alors il ne faut pas se mettre sous l'échappement bien sûr, mais que vous le mesuriez dans la campagne byzantine ou dans la campagne pékinoise, mais un peu plus loin quand même du centre de Pékin ou de telle ou telle centrale thermique, vous aurez la même quantité, le même nombre, en termes de parties par million en volume, le même nombre de ppm, d'oxyde de carbone. Et donc là, on peut à la fois par ces bulles fossiles, à la fois connaître le degré de concentration du CO2 dans l'air et le climat de l'époque. Et là, ce qu'on savait théoriquement, c'est vérifié empiriquement. Il y a une corrélation très stricte, depuis elle était confirmée au moins sur 800 000 ans, je crois que c'est même plus maintenant, et on continue à forer plus loin pour essayer de connaître mieux encore les climats du passé. Donc cette corrélation est très stricte, on a une relation causale et on a une corrélation qui se vérifie sur une durée très longue. Et la première fois que ces travaux ont été rendus publics, c'est en 1985, à Villars en Autriche, et c'est ça qui a permis le consensus de la communauté des climatologues et qui a permis la création en 1988 de l'IPCC ou du GIEC. Donc cette petite structure administrative qui demande aux chercheurs et qui organise par les chercheurs, tous les 5-6 ans, l'évaluation de nos connaissances en matière d'évolution du climat. Et depuis lors, vous avez plus d'une vingtaine de modèles qui fonctionnent. Ces modèles sont sur un certain nombre de points tout à fait congruents. Et ces modèles, on les met au point et on les vérifie, si vous voulez, parce que précisément, on connaît assez précisément le climat passé, donc on voit si ces modèles arrivent à le reproduire. Et aucun des modèles qui aujourd'hui tournent n'est capable de rendre compte du climat d'aujourd'hui, du climat de ces 40-60 dernières années, sans précisément le changement de la composition chimique de l'atmosphère. C'est la raison pour laquelle on dit que la responsabilité humaine est très probablement, alors le GIEC s'amuse même à faire des probabilités, jusqu'à je crois maintenant 98%, fiable. Donc voilà ce qu'on sait. Donc, les 4 conséquences que l'on attend du changement climatique sont les suivantes. Après les avoir lancées, je ne pourrais pas dire sur ce qu'on sait moins bien, ou plutôt même en vous présentant. La première, ça concerne évidemment l'élévation de la température moyenne. N'oubliez jamais qu'il s'agit d'une moyenne. Ça n'a rien à voir avec le changement de la météo le matin. Là, on est si vous voulez, dans toutes ces questions-là, on n'est pas au niveau de ce qu'on ressent, on est au niveau du système Terre, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et donc là, c'est un des paramètres fondamentaux du système Terre, comme la température l'est pour votre corps. Si je vous dis, vous allez vous prendre 4 degrés de plus pour votre corps, là, vous commencez à vous inquiéter, parce qu'on n'est pas très loin du seuil de mortalité. Eh bien, la température moyenne pour le système Terre, c'est un analogue à la température du corps. Il y a une fourchette dans laquelle ça fonctionne. Si on passe au-delà de cette fourchette, c'est le système dans sa totalité qui bascule. Alors rassurez-vous, nous, si on va trop loin en termes de température, on meurt. La planète ne va pas mourir, mais simplement le type de vie qu'on y connaît pourrait disparaître et être supplanté par un autre type de vie. Et c'est ça qui est inquiétant dans la rapidité du changement. Maintenant, sachez que ce n'est qu'une toute petite partie de l'énergie qu'on piège dans les basses couches de l'atmosphère qui reste dans l'atmosphère. L'essentiel de cette énergie va dans les océans, une partie non négligeable va dans les sols, mais en beaucoup plus grande profondeur dans les océans. Ce qui crée d'ailleurs une inertie gigantesque aussi du système. Ça, c'est la première conséquence à laquelle on s'attend. Deuxième conséquence, c'est le changement du régime des pluies. Très grosso modo, là où il pleut peu, il pleuvra moins, c'est déjà le cas. Là où il pleut beaucoup, il pleuvra plus. Alors là, on est en train vraiment d'expérimenter. Californie, je ne sais plus si c'est la 4e ou 5e sécheresse. On peut faire le lien d'ailleurs entre le terrorisme, il y a une certaine forme de lien, entre le terrorisme et le changement climatique.
ce n'est pas un lien causal direct et univoque, hein, évidemment, les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets en fonction des circonstances. Mais en tout cas, dans des pays comme la Syrie, comme le Yémen, comme certains pays d'Afrique, les aléas climatiques, en condamnant certains fermiers à l'exil, c'est ce qui s'est passé pour 300 000 d'entre eux en Syrie, tout simplement parce que le régime des pluies a changé et qu'il ne pleut plus, les gens doivent quitter leur ferme, et comme en plus ils ont épuisé les aquifères dans lesquels ils puisaient jusqu'alors, ils sont tout simplement obligés de quitter leur ferme. Alors, en Californie, vous avez un phénomène un peu similaire, mais ils ont plus de moyens et ça ne donne pas Daesh. Non plus, ça ne donne pas Daesh, mais ça y a contribué. Comme ça a contribué à la déstabilisation du Yémen, comme ça a contribué à la déstabilisation de certains pays. Et puis par ailleurs, vous savez que changement climatique, pétrole, c'est assez lié. Daesh et pétrole, ça marche totalement ensemble. Vous savez, Daesh, ça n'est jamais, enfin l'Arabie Saoudite, ça n'est jamais qu'un Daesh qui réussit. Alors, fermons la parenthèse. Donc, on vit, comment dire, une aridification de certains territoires. Ce qui va changer aussi la physionomie de notre planète. Troisième conséquence, c'est l'élévation du niveau des mers. Alors là, on va toucher justement une des incertitudes importantes aujourd'hui et qui vraiment fait qu'on a parfois du mal à pouvoir décider la trajectoire de certains phénomènes. En ce qui concerne les glaciers des Alpes, on sait que, je crois, j'espère ne pas dire de bêtises, que si leur source est en deçà des 3500 mètres, ils vont assez rapidement disparaître. Mais en revanche, pour les grosses masses glaciaires, celles du Groenland, les indices du Groenland, celles au pluriel de l'Antarctique, eh bien là, on ne sait pas modéliser. Et donc, ça induit une très grosse incertitude dans ce qu'on peut dire sur l'évolution au long cours de l'élévation du niveau des mers. Ça induit déjà l'incertitude pour ce qu'il en sera d'ici à la fin du siècle, mais plus encore si on veut se projeter plus loin dans le temps. Quatrième conséquence, c'est le fait que les événements extrêmes vont devenir plus intenses, plus extrêmes. Alors là, on est déjà servi. En 2013, avec le cyclone Haiyan aux Philippines, on a pu mesurer des rafales de vent, c'était la première fois qu'on le faisait, des rafales de vent de 379 km/h. 379 km/h, on n'est plus très loin du souffle d'une bombe. Et effectivement, vous regardez les dégâts au sol, le sol est vraiment, enfin tout ce qui est structure est rasé. Arbre et structure est vraiment rasé. Vous avez eu à peine moins fort, mais jusqu'à 370 km/h quand même, cette année avec le cyclone Pam au Vanuatu. Et donc augmentation d'intensité des cyclones, par exemple dans l'Atlantique Nord, il y a 2 fois plus, non pas de cyclones en général, mais de cyclones de catégorie 4 et 5. C'est toujours la difficulté que le changement climatique, si vous voulez, c'est que dans un premier temps, ça ne fait jamais qu'intensifier des phénomènes qu'on connaît. Mais ça les intensifie. D'où des discussions à n'en plus finir. Est-ce que les pluies torrentielles des Pyrénées à chaque automne, des Pyrénées, des Cévennes chaque automne, est-ce que c'est le changement climatique? Oui et non. C'est un phénomène qui ne doit rien au changement climatique, mais qui intensifie le changement climatique. Donc effectivement, il y a une intensification des phénomènes. De même, intensification des vagues de chaleur. Des vagues de chaleur plus élevées, plus nombreuses. Sous nos contrées, plus de jours à plus de 30 degrés, plus de jours à plus de 35 degrés. Ça, on le voit déjà, on peut déjà aisément le mesurer. Donc ça, c'est les 4 conséquences vraiment, si vous voulez, principales du phénomène. Alors, dans aussi une incertitude qui est très importante, c'est, même si apparemment, on m'a dit qu'il y a une nouvelle publication, je ne les ai pas regardées, mais qui tend à dire que ça ne devrait pas être trop rapide, Dieu merci pour nous. Et vous savez qu'il y a des millions d'années, et même 60-65 millions d'années, le pôle était foresté et luxuriant. Et donc, on a gelé dans le sol énormément de CO2 et énormément de méthane. C'est ce qu'on appelle soit le permafrost, soit le pergélisol. Évidemment, quand ces couches superficielles du sol dégèlent, elles relarguent des quantités non négligeables de CO2 et de méthane. On ne sait pas modéliser ça.
même si, bon, on peut espérer, les travaux vont peut-être progresser dans ce domaine, mais aujourd'hui, ce n'est pas modélisé. Et c'est effectivement un paramètre qui peut être très important. Si on avait des flux gigantesques, évidemment, ça annihilerait en quelque sorte nos efforts, et ça ne serait pas très drôle. Là, on est vraiment on serait dans une auto-alimentation catastrophique du climat. J'insiste là-dessus, le climat est un phénomène qui s'auto-alimente. Vous allez voir, c'est très simple. Par exemple, la fonte des glaciers, mais surtout la fonte de la calotte estivale de l'Arctique, eh bien, change l'albédo de la Terre. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de surface sombre. Donc, plus la calotte disparaît, plus les surfaces sombres augmentent, et plus la chaleur que les mers absorbent est importante. Donc, plus le réchauffement s'intensifie. De même, plus il fait chaud, plus vous avez d'évaporation. Et je vous rappelle que la... Comment Pardon. J'ai perdu mon fil. Vous avez d'évaporation. Oui, alors, plus vous avez d'évaporation, et oui, je vous rappelle que la vapeur d'eau est le premier des gaz à effet de serre. Donc, ça amplifie le phénomène. Alors, effectivement, ce dégel du permafrost et du pergélisol pourrait être un accélérateur violent. Pour le moment, c'est un petit accélérateur, ça peut être un accélérateur violent. Et c'est là j'en arrive justement à la justification de ces 2 degrés. Pourquoi ne pas tenter le diable et ne pas aller trop au-delà de ces 2 degrés? Parce qu'à partir de 2 degrés, justement, ces phénomènes dont je viens de parler pourraient s'emballer. C'est ça le danger. C'est que le côté auto-alimentation du phénomène pourrait s'accélérer. Les rétroactions positives, pour prendre une expression un peu plus savante, pourraient s'intensifier, et donc le phénomène se nourrirait de lui-même et s'intensifierait de lui-même. C'est vraiment ce qu'on connaît maintenant depuis, disons, les années 70-80. On a affaire à des systèmes qui ne sont pas linéaires. D'une part, on n'a pas une causalité linéaire, c'est-à-dire que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, les mêmes causes produisent les mêmes effets dans certaines conditions. Dès qu'on les a dépassées, ce sont d'autres effets. Et puis le système peut soit interdire l'expression de certains éléments, soit au contraire intensifier l'expression de certains éléments. Ce qui vous fait qu'une petite cause peut être intensifiée par le système et avoir des effets dévastateurs et gigantesques. Et en plus, effectivement, on sait que ces systèmes évoluent par seuil. Et on ne sait pas à l'avance fixer les seuils. D'où la prudence qu'il y aurait à laisser la température moyenne, ne pas dépasser les 2 degrés pour ne pas tenter le diable avec ce phénomène d'auto-alimentation. Alors maintenant, si on veut bien quand même mieux voir les enjeux, effectivement, il faut les placer dans un cadre plus large. S'il n'y avait que le climat, ce serait déjà pas drôle, mais ça n'aurait pas la même signification. Le changement climatique n'est jamais qu'un des paramètres du système Terre qu'on est en train de faire violemment, très rapidement évoluer. Il y a une série d'articles très célèbres, peu importe, où on va désigner 9 limites planétaires, c'est-à-dire 9 domaines où on peut décider d'une zone de sécurité pour l'évolution du genre humain sur Terre, et on pense que si on les franchit, on rentre dans une zone de danger. Donc là, même dans la dernière étude, on fait même la distinction entre la zone de danger, puis le moment où alors, vraiment on sort même de la zone de danger. La zone de danger intègre certaines de nos incertitudes. Alors, on a dépassé la zone de danger en ce qui concerne le vivant. Et pour le vivant, il faut bien voir qu'on les rôde, on l'atteint de façon différente. Le premier type d'attaque à laquelle on procède, c'est l'érosion des populations, sans tenir compte, si vous voulez, de leur diversité génétique. Entre 1970 et 2010, on a fait disparaître la moitié des mammifères sauvages, la moitié des oiseaux, la moitié des poissons, la moitié des reptiliens et la moitié des amphibiens. Par rapport au reste de la nature, on ressemble assez furieusement à Daesh. Et
Ça, c'est le premier facteur. Maintenant, je pourrais rajouter les insectes qui ne font pas beaucoup de lieu, ça vous le savez, puisque c'est un des rares indicateurs qu'on a avec nos pare-brises. Maintenant, quand vous faites l'été de nuit ou de jour, 150 à 200 km, vous n'avez pas d'insectes pratiquement sur vos pare-brises. Souvenez-vous de ce qu'il en était il y a 15 ou 20 ans. C'est un des rares petits indicateurs sensibles qu'on ait. Et d'arriver à l'échelle globale, d'avoir fait disparaître ces insectes à cette rapidité, c'est quand même quelque chose de relativement inquiétant. Alors, on procède aussi à un appauvrissement génétique des plantes qu'on cultive et des animaux domestiques. C'est un effet direct, si vous voulez, de l'industrie, des semences, du génie génétique aujourd'hui. Troisième indicateur, alors cette fois-ci c'est vraiment le rythme d'érosion de la biodiversité. C'est toujours très difficile parce qu'on ne connaît pas exactement le nombre d'êtres vivants sur Terre. Donc pour être prudent, il faudrait plutôt distinguer ça par genre. Mais en tout cas, si on prend grosso modo les mammifères, bien grosso modo c'est un peu plus large, peu importe, le rythme d'érosion traditionnel c'était 2 espèces sur 10 000 tous les siècles. Aujourd'hui, on en est entre 100 et presque 500, suivant les évaluations, qui peuvent varier. Donc on est sur un rythme d'érosion accéléré des espèces. Et puis, quatrième type d'attaque, eh bien, c'est que comme on artificialise à tout bord, avec une vitesse assez rapide, et qu'on intensifie notre anthropisation du système Terre, eh bien, on se rapproche, grosso modo, de la moitié des écosystèmes dans leur totalité que l'on contrôlerait ou auxquels on aurait substitué des agrosystèmes. Ce qui renvoie à une destruction massive, rapide des écosystèmes. Et dans l'histoire de la Terre, lorsque, mais sur des durées beaucoup plus longues, lorsque la moitié des écosystèmes est affectée par des phénomènes divers, l'autre moitié ne reste pas intègre. Mais elle bascule. C'est l'ensemble du vivant qui bascule. C'est encore une fois le côté systémique. On a affaire à un système dont toutes les parties sont solidaires. Et là, je reviens à mes 2 degrés, parce que c'est pour vous en expliquer un autre aspect. C'est dépasser les 2 degrés. En fait, c'est dépasser le haut du tunnel de variation qui a prévalu, grosso modo, durant les 3 millions d'années qui nous ont précédés, où l'on a connu des alternances de périodes glaciaires de 80 000 ans et d'interglaciaires de 20 000 ans. Avec tous les 400 000 ans, un interglaciaire plus long. On est dans ce type d'interglaciaire aujourd'hui. Et donc, c'est la même biodiversité qui a migré. Ce sont les mêmes essences d'arbres. Mais si on outrepasse ces 2 degrés, eh bien, on crée des conditions qui ne sont plus adaptées à l'ensemble de la biodiversité, même si, évidemment, la partie haute est adaptée un peu plus, puisque les 2 degrés, c'est une moyenne. Ok, mais souvenez-vous de ce que je viens de vous dire. Il y a une solidarité. Là, c'est ce qui fait qu'effectivement, c'est la deuxième raison pour laquelle il ne faudrait pas aller au-delà de ces 2 degrés. Alors, ça fait beaucoup de choses. Maintenant, je continue sur mon histoire d'Anthropocène. Eh bien, vous voyez bien que l'évolution rapide des températures qu'on est en train de susciter va intervenir sur des écosystèmes qui sont très mal en point. On peut prendre une analogie, ça n'est qu'une analogie, mais on peut penser à ce qui s'est passé dans le monde, et pas qu'en Europe, au XIVe siècle, avec la peste noire. La peste noire, elle a suivi ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, où vous avez eu un refroidissement qui a commencé à être sensible à partir de grosso modo 1330, 1340. Et du coup, lorsque dans cette partie de l'Europe arrive la peste noire en 1347-1349, eh bien, elle atteint des populations qui sont dénutries, malnutries, tout simplement parce qu'il y a eu une baisse très importante des rendements céréaliers, une baisse très importante des rendements piscicoles, alors même qu'on avait connu une véritable embellie démographique depuis le XIe siècle. D'où l'immense mortalité de la population humaine avec la peste noire. Eh bien, à une échelle plus grande, on est en train d'organiser quelque chose de ce type. C'est-à-dire qu'on fait intervenir un changement climatique violent, brutal, sur une planète déjà relativement exsangue. Alors, à
À ça, il faut ajouter le fait que l'on a franchi une quatrième limite, enfin une troisième limite déjà, dans le domaine de deux flux, de cycles biogéochimiques très importants, le cycle de l'azote et le cycle du phosphore. Le cycle de l'azote, à cause de nos engrais notamment, essentiellement, est 2 fois et demi ce qu'il serait sans les activités humaines, ce qui est vraiment énorme. Et là, on a donc un changement qui est beaucoup plus important qu'avec le cycle du carbone. On voit à l'échelle locale ce que ça produit, mais on ne sait pas ce que ça peut produire à l'échelle globale. Mais on pense que bousculer un paramètre aussi déterminant pour le système Terre ne peut pas ne pas avoir d'effet à l'avenir. Le cycle du phosphore, c'est pas beaucoup mieux. Et très récemment, on a franchi une quatrième limite, si je mets phosphore et azote en même temps, qui est dans le domaine de l'usage des sols, en ayant franchi sans doute un seuil en termes de déforestation. Vous avez ensuite 3 de ces, là j'en suis 4, 3 ça veut dire 7 en tout, limites, 3 limites en plus, pour lesquelles on n'arrive pas à dire où est le curseur, où est la zone à l'intérieur de laquelle il faudrait rester. Et puis vous avez 2 autres limites, couche d'ozone et acidification des océans. On est encore loin d'être dans la zone de danger, même si on est sur une dynamique d'acidification des océans, et même comme vous le savez, si on a quand même érodé la couche d'ozone. Mais on est loin du compte. Alors, voilà dans quelles conditions arrive le changement climatique. Sur un système Terre qui est très largement affecté. Alors, système Terre, on peut donner plusieurs sens. Là, dans ce que je vous dis, je prends le sens qui est le plus courant, qu'on va caractériser par justement les grands cycles biogéochimiques. Ça peut avoir comme synonyme, grosso modo, ce qu'on appelle aussi la biosphère. C'est l'enveloppe de viabilité qui entoure la Terre et qui rend la vie disponible, rend possible la vie sur Terre. On parle aussi de zone critique. Tout ça, c'est des expressions dont les sens sont assez proches. Mais système Terre, ça peut aller au-delà. Ça peut inclure le mouvement de la tectonique des plaques, qui est probablement aussi lié d'une certaine manière au vivant, mais ça inclut tous les flux de la Terre. Par exemple, le granit. Le granit est détruit par l'érosion, ça repasse sous les plaques, ça se reforme et ça ressurgit. Contrairement à ce qu'on croit, les montagnes, ça pousse. Évidemment, à un rythme, rassurez-vous, relativement lent. Donc là, c'est le système Terre dans sa totalité. Mais même celui-là, on le bouscule un tout petit peu. En faisant fondre l'inlandise du Groenland, on change l'isostasie du continent, on fait qu'il se relève un tout petit peu, ça affecte un peu la tectonique des plaques et ça bouscule un petit peu les activités volcaniques. Donc en fait, pour finir, eh bien, vous voyez qu'on ne peut plus parler d'une nature qui serait extérieure à nous. Nous sommes de la nature, dans la nature, et aujourd'hui, on ne peut plus parler d'une opposition entre les sociétés et la nature. Les sociétés affectent les grands mécanismes régulateurs de la biosphère, mais comme c'est un système, quand on agit, le système rétroagit. Et le système Terre va bousculer dans les décennies à venir, très violemment, nos sociétés. Il n'y a pas de maîtrise de la nature. Quand je bouge un aspect du système, sans que je sache à l'avance, d'autres aspects vont à leur tour bouger. Il n'y a pas de maîtrise de la nature. Et on s'arrêtera là-dessus. Merci de votre attention.